Mesdames, Messieurs, chers confrères, consoeurs de la presse, on s'est réunis ce matin ici pour pouvoir avoir cette petite table ronde autour de M. Florentin Kagué, que vous connaissez, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. C'est autour de la sécurité des hommes d'affaires en République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, avec lui, on va essayer de discuter, de voir un peu si cette sécurité est toujours assurée ou pas, dans les conditions qui sont les nôtres. Et il aura un message à nous dire. Et je souhaite que ce soit vous, les professionnels de la presse, qui connaissez un peu ce qui se passe chez nous, qui connaissez un peu les problèmes que rencontrent les hommes d'affaires. Et peut-être que je m'en vais, pour commencer, avant que vous ne puissiez intervenir, lui poser la première question, de savoir un peu, M. Kagué, c'est de savoir un peu rapidement aujourd'hui, vous qui êtes un homme d'affaires expérimenté, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre environnement, la sécurité pour les hommes d'affaires, il y en a? Est-ce qu'il y a une sécurité pour les hommes d'affaires? Non, je pense qu'un effort est fait pour qu'il y ait cette sécurité dans les hommes d'affaires. Vous savez que nous venons de très loin. Nous venons dans un pays où les hommes d'affaires, par rapport à ce qu'ils faisaient ici, n'étaient pas assez sécurisés. Nous sommes battus, d'abord pour qu'il y ait la sécurité juridique. Nous en avons des textes qui permettent aux hommes d'affaires de travailler de façon correcte dans le pays sans être embêtés. Il y a beaucoup de législations qui ont été mises en place. Vous avez aujourd'hui, vous avez la loi OHADA qui est là. Je crois que c'est des mécanismes, c'est des textes qui permettent aux hommes d'affaires de pouvoir travailler convenablement. Mais vous savez aussi que lorsqu'on veut parler de la sécurité au niveau des affaires, il n'y a pas seulement la sécurité des textes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des bons textes, mais si leurs applications ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que vous rentrez toujours dans l'insécurité. Bon, il y a aussi, vous savez, l'insécurité sur le plan politique, avec les guerres qu'il y a avec le M23 à droite, à gauche, ça crée aussi de l'insécurité. Donc, mais ici, nous parlons plus précisément d'un combat que nous avons eu à mener personnellement avec d'autres pour que nous puissions avoir des textes qui puissent rassurer les hommes d'affaires lorsqu'ils veulent travailler dans le pays. Mais vous savez aussi que dans le passé, j'ai fait beaucoup d'émissions par rapport à la sécurité que j'appelle judiciaire, c'est-à-dire comment ces textes sont interprétés, comment ils sont appliqués au niveau des institutions judiciaires qui sont dans notre pays, mais aussi la considération que les politiques donnent à ces textes. Ça aussi, c'est très important. Entamez avec le premier qui est à côté de moi, près de ça là, vous avez des questions sur la même problématique de la sécurité judiciaire. C'est étonnant qu'aujourd'hui, vous nous conviez, nous de la presse, pour parler sécurité judiciaire et juridique dans le monde des affaires. Dans la ville, on vous connaît. On sait que vous êtes dans ces milieux depuis des années. Il doit y avoir certainement quelque chose qui vous motive à en parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Sûrement parce que, vous savez, à un moment donné, j'ai pris presque comme une petite retraite, dans le sens que je ne vous ai pas invité, les médias, pour parler du fonctionnement des affaires dans le pays, ce que je faisais d'ailleurs assez souvent dans le passé. Mais là, j'ai été choqué. Choqué, pourquoi? Parce qu'il y a un ministre qui s'ingère dans les affaires, disons, judiciaires, de façon vraiment grossière. Et là, je ne veux pas parler en l'air, parce que je suis tombé sur un courrier dans une affaire qui nous concerne, et qui m'a vraiment, comment je vais dire, je ne peux pas dire surpris, mais qui m'a choqué. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après tous les efforts que nous avons faits, et surtout qu'on a mis, vous savez, le combat que nous avons mis pour que nous avons tous fait ensemble, certains le savent, pour que nous ayons un état de droit. Et que c'est en cette période-là qu'on a essayé de mettre en place un état de droit, que des personnes qui, évidemment, profitant de ce qu'on a appelé maintenant, soi-disant, ce gouvernement qui a rassemblé tout le monde, ailleurs, les dames, elles appelaient la Kizobazoba, vous voyez les pagnes là, on comprend à gauche, à droite, on soude et puis... mais c'est important, parce que pour être ensemble dans une vision politique, vous devez avoir la même vision. Mais dans notre pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mélange, celui-là il vient de gauche, l'autre il vient de droite, partout on mélange tout le monde, voilà l'union sacrée. Mais l'union sacrée, vous devez l'avoir dans l'esprit.
Parce que dans l'esprit, parce que le pouvoir actuel, avant de chuter sur la lettre, il vient d'où? Il vient de combattre de quelques personnes qui sont connues. Paix à son âme, le vieux Étienne Tshisekedi. Personne, il n'est pas présenté. On sait ce qu'a été son combat pour qu'il y ait un état de droit. Et on ne voudrait pas à moins que dans la continuité de son combat, que les gens viennent avec des choses pareilles. Vous voyez là, une décision judiciaire qui a été prise, un ministre prend une lettre pour dire « n'exécutez pas cette décision ». Et la lettre est là, je peux vous la montrer. Il est écrit comme ça, tout quand il a dit voilà, relativement au dossier tel, le dit dossier sera pris en charge après la première quinzaine du mois, pris en charge par qui? Par lui. De quel ministre s'agit-il, monsieur? Il s'agit bien sûr du ministre de la Justice, il n'y a que lui, parce qu'il a beaucoup de cheveux. Mais écoutez, ce n'est pas parce que vous avez plus de cheveux que les autres que vous pensez que vous pouvez tout décider à la place des autres. Vous pouvez avoir plus de cheveux que le chef de l'État, mais le chef de l'État reste le chef de l'État. La Constitution reste la Constitution. Quand vous prenez notre Constitution, hein, à son article 150, il vous dit ceci: le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis qu'à, dans leur exercice, dans leur fonction, qu'à l'autorité de la loi. Donc, le juge n'a que l'autorité de la loi. Mais quand un juge a rendu une décision, vous venez parce que vous êtes ministre, et parce que vous n'avez plus de cheveux, vous dites, voilà, on n'exécute pas. Alors, vous prenez l'article 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner l'injonction au juge. C'est clair, messieurs amis. Si vous avez vu, je me suis réveillé encore de mon sommeil, c'est parce que ces choses m'étonnent. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'en cette période encore, et dans ce gouvernement, on puisse avoir des personnes qui agissent encore de cette manière. C'est quoi? Ils veulent remplacer Mobutu ou quoi? Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a amené à vous inviter pour qu'on en parle, pour qu'éventuellement des personnes pareilles soient mises à la vindicte. Parce qu'il fait du folklore juridique. On est là, un ministre, il passe à gauche, à droite, les gens commencent à suivre un peu sa coupe de cheveux, et puis on pense à ce moment-là, je peux faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que vous êtes ministre, violer les droits des autres, vous en faites sur les fonctions des autres. Vous êtes ministre, vous devenez président de la Cour suprême, ou de la Cour de cassation, parce que maintenant c'est la Cour suprême, vous savez, la Cour de cassation, comme on dit. Et nous avons maintenant 3 cours, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Donc vous pensez, ces choses-là, ce sont des abus. Nous devons les dénoncer. Parce que si vous ne les dénoncez pas, ça va aller plus loin. Vous avez cité le nom du ministre en question, mais il s'agit de quoi finalement? C'est quoi le nœud du problème? Et deuxièmement, est-ce que, avant d'organiser cette table ronde avec la presse, est-ce que vous êtes entré en contact avec le service de ce ministère pour dénoncer justement les abus que vous êtes en train de décrire ici? Madame, votre question, elle est pertinente. Donc, avant de dénoncer sur la place publique ces comportements, nous avons écrit au ministre. Nous avons écrit aussi à plusieurs autorités de la hiérarchie gouvernementale pour expliquer et dénoncer ce comportement. Il s'agit évidemment d'une querelle, je ne dis pas d'une querelle, d'un litige sur un litige de parcelle, où le ministre prend position en réalité en faveur d'un sujet étranger contre les nationaux. Vous imaginez, vous spoliez les biens d'un national qu'il a acquis à la sueur de ses fonds et pour les céder à un sujet étranger. Mais ça, c'est des choses inacceptables dans un gouvernement qui est censé être un gouvernement patriotique. Ce n'est pas normal. Dans aucun pays au monde, on ferait des choses pareilles. Parce que si vous voulez créer la richesse dans un pays, vous la faites d'abord avec les nationaux. Vous voyez vous-même le combat, les débats qu'il y a aux États-Unis par rapport à la Chine, tous ces combats, les combats économiques qu'il y a. Parce que dès que vous favorisez l'essor des opérateurs économiques de votre pays, vous favorisez réellement. Parce que c'est lui qui vient de l'étranger, il vient travailler, s'il gagne, mais après il va rapatrier sa richesse dans son pays. Et c'est logique et c'est légitime. Il n'y a aucune loi qui peut l'empêcher de le faire. Mais un national, contrairement évidemment à certains que nous savons qui vont
cacher leur fortune à gauche, à droite, mais un national, il met sa richesse dans le pays et il sait. Qu'est-ce qui se passe maintenant, par exemple, madame? Quand vous avez quelqu'un qui est malade, il appelle le cousin, il appelle... Alors, si vous avez plusieurs Congolais qui sont en état d'aider les autres, vu que notre système sanitaire et notre système de sécurité sociale ne fonctionne pas comme il se doit, mais ça allège la misère dans le pays. Alors, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un, après que toutes les institutions judiciaires, c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement qui a acquis la force de juger, il y a eu le dossier examiné au parquet général après la Cour de cassation, on a donné un avis, l'inspectorat général des affaires judiciaires qui donne un avis, et le dossier passe au niveau de la commission. Je vous dis, lui-même a insulté cette commission d'abord que de mon point de vue, elle est illégale. Elle ne devait même pas exister. Mais les gens ont fermé les yeux parce que dans notre pays, nous sommes toujours comme ça, nous fermons les yeux. Et cette commission, le document, elle est là, elle a donné l'avis favorable pour dire qu'on peut exécuter. Et voilà. Quelque temps après, lui, par une lettre, même ce qu'a dit la commission que lui-même a mise en place, il ne peut même pas respecter. Parce que lui, il a plus de cheveux que tout le monde. C'est pas normal. Est-ce que, aujourd'hui, on peut dire que les textes élaborés pour sécuriser les investisseurs, les entrepreneurs congolais, sont à la hauteur ou favorisent-ils nos entrepreneurs à réussir dans leurs œuvres? Bon, là, je peux vous dire sincèrement que dans notre pays, il ne s'agit plus de question des textes. Parce qu'on ne va pas inventer la roue. Les textes que nous avons, c'est des textes qu'il y a ailleurs. Je vous ai dit qu'on a ratifié, par exemple, les accords de Luanda. Moi, j'ai travaillé dans cette commission avec le professeur Massamba et j'étais représentant de l'AFEC dans cette commission. Et on a des bons textes. Le problème n'est pas un problème de texte. Je viens de vous expliquer. Je viens même de vous lire la Constitution. Ce qu'elle dit par rapport à ce que doivent être les attitudes d'un ministre de la justice soit-il par rapport à la justice. Nous avons trois pouvoirs. On a le pouvoir exécutif, on a le pouvoir législatif, on a le pouvoir judiciaire. Évidemment, maintenant, le quatrième pouvoir, c'est la presse. Vous aussi, vous devez jouer votre rôle. C'est pour ça que nous vous associons dans ce genre de dénonciation. Il faut que tous ces pouvoirs-là fonctionnent. Mais il ne faut pas qu'il y ait une personne qui est là pour dire, moi, je donne une injonction de ceci, une injonction de cela, et c'est une injonction. À un moment donné, il peut même dire, voilà, le village de M. Kage à Shimuna s'est déplacé pour que ça devienne maintenant Kabinda. Mais soyons sérieux. Et les gens vont se plier. Nous devons savoir réagir par rapport aux mauvaises personnes, par rapport aux mauvaises décisions. Donc, ce n'est pas un problème des textes législatifs. Nous avons peut-être même les meilleurs textes législatifs du monde. Parce qu'on n'a rien inventé, tout nous les prenons des autres. Mais le problème, c'est le respect de ces textes-là dans leur application. C'est ça qui pose problème, qu'il y a parfois des individus qui viennent, qui pour pouvoir marcher, cracher sous ces textes-là, et ça c'est grave. Monsieur Kage, moi je voulais juste poser des petites questions de précision. La première, je voudrais d'abord que vous nous fixiez par rapport à votre position dans ces dossiers. Est-ce que c'est vous qui êtes parti au procès ou vous agissez pour les comptes d'un tiers? Ça, c'est le premier. Et maintenant, la deuxième, parce qu'il est évident aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez déclaré, qu'il y a intrusion du ministre de la Justice dans une décision judiciaire qui a été rendue en bonne et due forme. Parce que tel est le cas. Quelle sera alors la prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez faire pour que vous vous retrouviez dans vos droits finalement? Bon, dans le premier volet de votre question, je réponds, je dis que je ne suis pas là parce que je suis partenaire dans l'affaire. Je suis un homme d'affaires. J'ai des ramifications, des racines dans beaucoup de choses. Vous le savez. Donc, je ne peux pas venir me placer là pour parler pour quelqu'un d'autre, même si je peux aussi le faire, parce qu'en tant que fils du pays, nous avons le droit de défendre nos compatriotes. Bien sûr, mais je suis parti au procès en disant qu'il s'agit d'un partenaire, d'un bien dans lequel j'ai une participation. C'est tout à fait logique. Oui, donc ça c'est la première étape de notre question. Et puis vous m'avez posé la question, le deuxième volet, c'était pour dire... Par rapport à... Parce que maintenant vous êtes convaincu que le ministre, en fait, a fait une intrusion
obstruant une décision de la justice. Maintenant, à votre niveau, quelle sera la prochaine étape de votre combat? Qu'est-ce que vous exigez exactement? La prochaine étape, on y est déjà. La première chose que nous avons faite, nous l'avons dénoncé auprès de sa hiérarchie, auprès des institutions supérieures, même auprès du chef de l'État. Nous l'avons fait, nous l'avons dénoncé. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nos avocats sont déjà à pied d'œuvre. On va les traduire en justice. Parce que c'est ça qui manque dans ce pays. Quelqu'un vient, il viole la Constitution, c'est clair et net, et il enfreint aux droits qui sont reconnus aux autres, c'est constitutionnel, et on ne fait rien, on va se contenter, se limiter à parler ici avec vous, la presse. La presse, vous êtes un pouvoir, vous allez dénoncer pour que les gens puissent avoir un regard différent. Parce que monsieur passe partout pour faire des spectacles. Et il apparaît auprès de l'opinion comme les symptômes. Mais lorsque vous voyez maintenant dans les détails, dans les faits, ce n'est pas ce symptôme qui se fait voir. Apparemment, vous avez saisi son chef hiérarchique, oui, Madame la Première ministre. Est-ce qu'il y a du répondant? Nous avons écrit à la Première ministre, c'est tout à fait normal. Vous savez, le courrier politique, administratif, parfois ça prend un temps, mais ça ne nous empêche pas aussi non plus de pouvoir les dénoncer. Hein? Les médias, vous êtes un pouvoir. C'est pour cela que quand les gens s'adressent à vous, ils s'adressent aussi à un pouvoir, c'est le quatrième pouvoir. Donc je ne vois pas pourquoi vous, médias, vous voulez me reprocher que je m'adresse à vous parce que je ne me suis pas adressé aux autres. Non, vous êtes un pouvoir et nous nous sommes battus pour que votre pouvoir puisse s'exercer réellement dans ce pays. Il faut l'exercer. Entre autres, vous devez accompagner aussi les autres pouvoirs. Donc nous ne sommes pas arrêtés à les dénoncer auprès de toutes les autres institutions du pays, mais nous allons l'astreindre à la justice. Parce que lui, il aime toujours parler pour les autres injonctions. Il va donner des injonctions. Mais nous, maintenant, nous donnons aussi l'injonction. C'est-à-dire devant les institutions qui peuvent l'entendre et le juger, nous allons les traduire parce qu'il a enfreint aux droits des autres. Et il a enfreint à la Constitution. On vient de vous montrer ce que dit la Constitution dans son article 151. Elle est claire. Il ne peut pas se mixer dans la gestion de... Ce n'est pas parce que vous êtes ministre de la Justice que vous devenez quelqu'un d'omnipotent qui peut faire n'importe quoi. Et dès qu'il y aura des gens qui vont commencer à s'élever par rapport à tous ces gens, le comportement, nous allons aider notre pays à se développer. Oui, vous avez présenté un avis vraiment favorable. Pourquoi n'avez-vous pas contacté un huissier pour exécuter? Et là encore, vous allez rigoler. Les huissiers ont exécuté la décision judiciaire. Ils l'ont même exécuté et même établi les PV de l'exécution. Mais il y a un monsieur encore, c'est pour vous dire des choses qui se passent dans notre pays. Parce qu'il se croit, soi-disant, on l'appelle commissaire provincial, et tout, ils débarquent, ils sont venus tabasser des gens là-bas, et des sentinelles qui étaient dans la parcelle, ils ont escaladé les murs, sans mandat, s'il vous plaît. Sans mandat dans les mains. Donc ils escaladent, ils le font le 8, le 9 seulement sort un document pour le couvrir, l'acte en disant voilà une réquisition d'un procureur général. Je n'ose même pas les citer. Mais ce n'est pas normal dans notre pays. Nous avons porté plainte à l'auditorat par rapport à ce comportement. Mais ça traîne, c'est vrai. Mais nous savons qu'un jour, il sera entendu. Peut-être maintenant qu'il est tout fort, qu'il se promène avec une escorte à la présidentielle, les gens ne vont peut-être pas continuer à le regarder, mais à un moment donné, il sera poursuivi. Parce que les affaires judiciaires, ça ne pourrit pas. Commettez des actes. Il y a des gens qui ont été poursuivis 30 ans après. Il y a d'autres même qui ont été poursuivis à titre posthume. Vous le savez, vous êtes de la presse, vous êtes très informés. À un moment donné, il sera jugé de ces actes. Que vos compatriotes qui sont là, ils sont en train de protéger un bien qui est un bien appartenant à leur patron qui les a mis là. Vous vous faites escalader les murs, vous les frappez, et ils sont gardés au cachot pendant plus de jours qu'il n'en faut. Et puis ensuite, ils sont maltraités, il y a même des blessés, d'autres ont perdu leur téléphone. Et pour se justifier de tout ça qu'on a dit, ils étaient des forces du progrès. Mais soyons sérieux. Je ne connais même pas un seul membre de forces de progrès. Vous vous êtes étendu longtemps, M. Kagé, sur ce qui vous tient à cœur. Oui. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de la fin? Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous demandez? Mon mot de la fin n'est pas... Il était même au début. Mon mot de la fin, c'est-à-dire que je m'adresse au quatrième pouvoir que vous êtes
pour que des personnes qui agissent de cette manière-là soient dénoncées. Parce que vous savez, moi, je peux me permettre de le dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir le prouver. Nous avons combattu pour qu'on puisse mettre fin à la dictature. Et je vous informe qu'à titre personnel, je n'avais pas intérêt. Quand je termine mon université, de 78 à 80, je suis taximène. Je suis parmi les premiers taximènes de ce pays. Universitaire, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y en a qui en font. Mais à cette époque-là, c'était impensable. J'ai vendu les tickets des taxibus et en 2004, je me suis retrouvé parmi les 4 rares industriels congolais, avec une compagnie aérienne à l'actif. Donc, c'est un régime que je n'avais pas de raison de combattre. Mais vous savez, ce que j'ai fait, vous êtes de la presse, vous fouillez partout, vous savez que même le combat de l'UDPS, le papa, je ne vais pas l'appeler papa, parce que moi je disais mon grand frère, Etienne Tshisekedi, paix à son âme, là qu'il se repose, mais je crois qu'il va se retourner 4 fois de sa tombe. S'il voit que là on est en train d'atteindre les intérêts de M. Kagé. Parce que c'est ce que j'ai fait. Les risques que j'ai pris avec le régime Mobutu. Donc, voilà, mon mot, je voulais ceci que ce combat que nous avons mené ensemble avec vous, certains plus jeunes, pendant que lui, peut-être, il était en train de téter quelque part. Et on ne peut pas le tuer aujourd'hui par un individu parce qu'il dit qu'il garde plus de cheveux que tout le monde. Moi, j'estime que c'est extrêmement grave, nous devons dénoncer. Et je suis venu solliciter votre accompagnement pour que ce genre de personnes soient dénoncées. Vous voulez se laisser apparaître comme il le fait. Aujourd'hui, il marche sur tout. Même les accords que la République a ratifiés par rapport à la peine de mort et tout ça, et pour lui, il crache sur n'importe quoi. Et parce que tout simplement, il veut, soi-disant, extirper la présence de Koulouna. Alors tout le monde sait que pour extirper un mal, il faut s'attaquer à ses fondements. Pourquoi il y a les Koulouna? Plus de Koulouna qu'il y a quelque temps. C'est la pauvreté. Et la seule façon de combattre la pauvreté, c'est d'attirer les investissements. Et le seul moyen pour attirer les investissements, c'est de garantir la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Et là, lui, crée l'insécurité judiciaire, les gens ne viendront jamais investir, il y aura toujours les Koulouna. Tout ce qu'il fait là, ça devient du spectacle pour lui-même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci M. Kagé. Merci également à toute la crème de la presse qui s'est présentée ce matin pour cette table ronde qui avait cet objectif de donner à cet homme d'affaires la possibilité de dire ce qu'il avait sur le cœur sur un dossier qui le tient à cœur. Merci à tous. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.